C'est gentil. Merci. Merci beaucoup du fond de mon cœur. C'est vrai, je suis très faible en diplomatie. Excusez-moi si je ne commence pas par excellence, monsieur, madame, etc. Je dis tout simplement, Auguste Assemblée, tout protocole observé, bonjour. Willy Nyamitwe, heureux d'être ici. J'ai été nommé conseiller principal, chargé des questions de presse, information et communication à la présidence de la République du Burundi. Mais depuis l'année passée, je suis conseiller principal surchargé des questions de presse, information et communication. En venant ici, j'avais voulu porter le plus beau costume. Mais celui que je porte, c'est le plus résistant. C'est le costume que je portais le 13 mai, le jour de la tentative de coup d'État. Je vous remercie. Tout à l'heure, le présentateur a dit que je vous parlerai des origines et le développement de la crise burundaise. Ça, c'est en français canadien. Mais en français facile, je vous parlerai des protagonistes et enjeux de la crise. Vu localement, retenez au Burundi. Je viens du Burundi, de Bujumbura, j'ai été au cœur de cette crise. J'étais un des acteurs principaux. Pas dans la création de la crise, mais dans la résistance. Eh bien, le mot de remerciement au gouvernement canadien, à la ville de Québec, remerciement à la diaspora burundaise, aux organisateurs de cet événement, remerciement à vous tous qui avez sacrifié votre précieux temps pour venir ici. Retenez que je ne suis pas un bon orateur. Parler après Luc Michel, c'est toujours un challenge, mais je promets de le tenir. Alors, qui je suis? Petit vieux, petit jeune, 44 ans, révolu, je suis marié à une seule femme et père de 4 enfants. L'aîné a 24 ans et la cadette a 12 ans. J'ai 2 filles et 2 garçons. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Je travaille à la présidence avant d'être conseiller principal surchargé des questions de presse. J'étais porte-parole adjoint du président de la République. Et j'ai évolué dans le journalisme. Je suis le créateur, le fondateur de la première chaîne de radio-télé qui est la seule à émettre 24/24 en 4 langues, Rema. Mais retenez ce que je ne suis pas, ou qui je ne suis pas. Je ne suis pas cette bête sauvage, ce criminel, ce sanguinaire, ce génocidaire dont on parle. Je ne suis pas ça. Il est vrai que certains des détracteurs, surtout ceux qui étaient au centre du putsch et d'autres qui étaient au centre de l'insurrection, essaient de manipuler l'opinion en essayant de me présenter sous un faux jour. Eh bien, je ne suis pas cet homme méchant. Il y a ma fille qui me dit toujours, chaque fois qu'elle rentre, elle me dit, tiens, je viens de lire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu fais en cachette, que moi je ne sais pas? Et d'autres qui disent, il ne faut pas ouvrir
les frontières à Willy Nyamitwe, il ne faut pas donner visa à Willy Nyamitwe, qu'il vienne au Canada. Mais ces gens qui ne vivent qu'au Canada, qui ne connaissent que le Canada peut-être, qui se sont déclarés réfugiés au Canada, ne savent peut-être pas qu'avant le Canada, j'étais aux États-Unis, j'étais en Europe, presque toutes les capitales de l'Europe, j'étais en Afrique, dans beaucoup de pays, et le message était le même, essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise que nous avons traversée. Et franchement, les Burundais, à cause de notre nombrilisme, des fois, on se ridiculise. Je suis ici, pourquoi? Pour partager avec vous, humblement, expérience et savoir-faire, afin que nous puissions trouver une solution durable à ce que nous avons traversé comme crise dans le pays. Je ne viens pas ici comme un donneur de leçons. Je sais que j'ai à apprendre de vous, diaspora, mais vous avez aussi à apprendre de nous qui vivons au village. Mais je suis aussi ici, au Canada, pour donner un autre son de cloche. Pour que la presse canadienne, l'opinion canadienne entende autre chose, plutôt que ce qui est véhiculé tous les jours par des détracteurs du pouvoir. Je ne suis pas venu ici dans une démarche de négation pour dire que nous vivons au Burundi dans un paradis, qu'il n'y a pas de problème, que tout est OK. Non, mais quand il y a des réfugiés, quand il y a des morts, quand la gentille Hafsa Mossi est assassinée en plein jour, quand moi-même j'échappe à une tentative d'assassinat la semaine passée, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, à ces problèmes, nous pouvons trouver des solutions. Mais je m'inscris tout simplement en faux contre ceux qui lisent la problématique burundaise d'une façon tronquée, exagérés ou qui sont malhonnêtes dans la manipulation de l'information. Les médias canadiens et d'autres disent que le Burundi est un pays dont les remparts se disloquent, un pays qui risque de disparaître de la planète, un pays où il y a le feu, où il n'y a que des cadavres dans la rue. Ceux qui sont venus au Burundi se sont rendus compte que c'était faux. Quelle est la véritable situation au Burundi? La sécurité, elle est rétablie sur tout le territoire. Il y a des challenges. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui meurent aux États-Unis? Qu'il y ait un mort, qu'il y ait des morts, ça ne veut pas dire que le pays est invivable. Nous reconnaissons tout ça et nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de mort parce que ne fût-ce qu'un seul mort, ne fût-ce qu'un seul réfugié, c'est une question de préoccupation pour le gouvernement du Burundi. Mais il n'y a pas une seule école, il n'y a pas un seul commerce, il n'y a pas une seule église, un seul centre de santé au Burundi qui n'est pas ouvert. Pour ceux qui continuent à ternir l'image du pays, alors qu'ils sont même eux-mêmes burundais, qui continuent à dire qu'au pays il n'y a que le feu, eh bien, je peux leur dire que ces mensonges appartiennent au passé. Sur le plan politico-administratif, toutes les institutions sont là. Le président de la République, le gouvernement, le gouvernement au complet, le Parlement, que ce soit la Chambre basse, la Chambre haute, que ce soit des élus
au niveau des communes, même au niveau des collines, toutes les institutions sont là. Mais nous connaissons une crise financière, certes, parce que nous vivons dans un pays pauvre, enclavé, et ceux qui ont investi dans le changement de régime, qui ont été confrontés à une résistance farouche des Burundais qui aiment bien leur pays, ils ont dit, on ferme les robinets pour que vous vous agenouillez. On a dit, dans une interview que j'ai donnée un jour à Radio France Internationale, les Burundais préfèrent, c'était avant les élections, nous préférons une crise financière plutôt qu'une crise institutionnelle et sécuritaire. Ceux qui m'avaient critiqué ne l'ont pas fait quand François Hollande l'a dit. Il a dit exactement ce que j'avais dit 3 ou 4 mois avant, et personne n'avait levé son petit doigt pour le critiquer. Quand il n'y a pas d'institution, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et c'est là où le pays peut se disloquer. La situation au Burundi, comme je le dis, elle est calme. Sur ces visages de jeunes Miss Burundi, si on peut organiser des événements, on peut célébrer l'anniversaire de l'indépendance, on peut recevoir des délégations de l'Union africaine, du Conseil de sécurité qui peuvent aller dans le pays, jusqu'à l'intérieur du pays et de nuit, sans un seul coup de feu, rien. Mais ces personnes qui se cachent, qui tirent une balle en l'air, etc., ou qui tuent une personne, qui jettent un cadavre dans la rue, qui prennent des images, qui les propulsent sur les réseaux sociaux, vont continuer à essayer de manipuler l'opinion. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et on essaye, au fur et à mesure, d'expliquer. Mais que s'est-il réellement passé en 2015? De très, très mauvaises choses. Très mauvaises choses. Il y a des auteurs, des co-auteurs à traquer, à arrêter, à traduire en justice. Parce qu'il y a d'autres qui sont déjà arrêtés, il faut que d'autres aussi, on les retrouve. Ceux qui ont appelé les gens dans la rue, qui ont brûlé des gens. Il y en a qui parlent de manifestation alors que c'était une insurrection. Vous brûlez des maisons, vous brûlez des véhicules, vous brûlez des individus. Je m'excuse pour l'image qui choque. Mais, devoir de mémoire, nous ne pouvions pas laisser cela. Et nous ne pourrons jamais laisser cela. Que ceux qui appellent à négocier avec ceux qui ont commis ça, sachent bien que jamais il n'y aura de négociation avec ceux qui ont voulu que notre pays soit foulé aux pieds. Pour notre souveraineté, nous préférons, comme on l'a toujours dit, mourir, mais pour la nation. Nous ne voudrions pas être la risée du monde. Il y a eu la tentative de coup d'État du 13 mai dernier. Toute l'insurrection nous menait vers ce coup d'État. C'était le point culminant. C'est le point de convergence de tout ce que vous avez vu, que ce soit les décisions de l'Union européenne, l'Union africaine, etc. Mais c'est des gens qui ont toujours voulu qu'il y ait un regime change au pays, et ce coup d'État était commandité de l'extérieur. Mais en 2015, nous avons aussi pu tenir des élections, malgré l'adversité. Malgré tout ça, les élections ont été tenues. Il y a des gens qui ont essayé de tirer pendant la nuit. Mais le jour du scrutin, la journée, il n'y avait aucun incident. Personne ne pouvait sortir avec son arme
Parce que tout le peuple burundais était aux aguets. Le peuple voulait aller aux élections. Les gens ne pouvaient que se cacher la nuit à Nyakabiga, à Musaga, à Mutakura, et tirer et se cacher. Mais ils ont été défaits. Ils ont mis en route une guérilla urbaine, tiré sur des policiers, lancé des grenades, mais ont été aussi défaits. Ils ont tenté une attaque à partir du Rwanda, au mois de juillet 2015. Tout ce monde-là, tous ceux qui sont venus ont été ramassés, tous. Et pour information, scrutez l'histoire du Burundi. Scrutez tout ce que nous avons connu comme attaque. Aucune attaque n'a pu durer 2 jours. Aucune. Que ce soit l'attaque de Cibitoke du 31 décembre 2014, 2 jours, ils étaient défaits. Que ce soit cette attaque à partir du Rwanda, 2 jours, c'était fini. Que ce soit l'attaque des casernes militaires le 11 décembre 2015, en une journée, ils étaient défaits. Des militaires aguerris qui ont été contre les Al-Shabaab, qui ont été en Somalie, là où les Américains avaient échoué. Mais quand même, hein? Et voilà, tous ces genoux-là qui attaquaient les casernes, et en quelques heures, ils étaient pétus. Mais une question se pose. Quand débute la crise? Quel est le point de départ de la crise que nous avons connue en 2015? L'opinion semble retenir que le point de départ, c'est l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à la présidentielle de 2015. Le congrès du CNDD-FDD du 25 avril. C'est ce que les gens retiennent. Mais c'est faux. Ce n'était pas en 2015. Nous plaçons le début en 2010. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, après l'échec aux élections de 2010, les mêmes acteurs, aujourd'hui, avaient créé une coalition qu'ils appelaient ADC Ikibiri. Ils ont refusé de poursuivre le processus électoral, ont commencé à tuer des gens, à lancer des grenades. Nous avons dénombré 128 attaques à la grenade en 2 mois, entre les communales et les présidentielles, en 2010. Souvenez-vous des gens qui mouraient chaque jour. Le même modus operandi en 2010. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que ça s'est passé dans la capitale. Les ambassadeurs n'avaient plus sommeil. Mais avant, c'était dans le monde rural, comme si ces gens n'avaient pas le droit de vivre. Ils mouraient chaque jour et des cadavres dans les rues. C'était en 2010. Et en 2010, les vaincus demandaient à dialoguer ou à négocier avec le parti vainqueur. Nous avons dit non. Vous attendez 2015, vous vous représentez. Si vous échouez, vous attendez 2020. Le Rwanda, la Belgique, ainsi que d'autres, comme certains Américains. Il y avait Samantha Power il y avait des intérêts à protéger au Burundi, comme elle représente les États-Unis aux Nations Unies. Elle a manipulé l'opinion, manipulé tout le monde, essayé d'user de son influence afin que ces vaincus reviennent par la petite porte la voie négociée. Donc, pour ces gens, c'est soit on dialogue ou ça casse. On tue des gens pour
être conviés à la table de négociation, et c'est la fermeté. On a dit, c'est la fermeté. En 2010, la fermeté en 2015. Parce que ceux qui seront vaincus en 2020 feront aussi la même chose. Et en 2025, ils feront la même chose. Nous devons trouver une solution une fois pour toutes. Pourquoi nous disons que ça part de 2010? Parce que après leur défaite, ils se sont éparpillés, ils ont fui, ils sont allés se cacher, certains en Tanzanie, d'autres en RDC et d'autres au Rwanda. Ils ont continué à mener des attaques. Souvenez-vous de l'attaque d'Ogatumba, c'était au mois de septembre 2011, une quarantaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. C'était dirigé par un certain Mukono, alias Carmel, alias Mukono, mais tous des noms d'emprunt. Souvenez-vous de l'attaque du FRD, d'un certain Kabiligui. C'était le 26 novembre 2011. À partir de Mila, Tanzanie, c'est une rébellion qui avait été mise en route par Hussein Rajabou à partir de sa cellule. Le même jour, ils sont entrés et le même jour, ils ont été complètement défaits. Tous sont tombés, ceux qui ne sont pas tombés sur ce champ de bataille ont été arrêtés et les quelques chefs sont allés se balader en RDC et ils seront aussi éliminés un à un jusqu'au mois d'avril 2012. Le FRD était fini. Certains de ces gens, si vous les avez côtoyés, vous les connaissez, certains sont morts, d'autres vivent encore, comme celui-ci qui commence, Emmanuel Ndereimana, qui est un inconditionnel de Hussein Rajabou, qui a fui avec lui. Il y avait la dame là, Nijembazi, qui est toujours en cavale. Il y a Jean Petit qui est mort. Il y a l'autre qui a vécu au Canada, je pense, que je connais plus. Mais pour vous dire qu'on a des éléments qui certifient que la crise part de 2010. Le 28 novembre 2011, Alexis Nduhije a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2015. C'était le 28 novembre 2011. Il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Une interview qu'il a accordée au journal Iwachu de Antoine Kaburahe. Et c'est Antoine Kaburahe, le directeur du journal, qui lui posait des questions. Qui lui dit, mais quelles sont vos perspectives pour 2015? Il a dit, je cite, 2015 ne peut pas être dans le schéma des perspectives politiques au Burundi. Sauf s'il y a miracle, nous sommes embarqués dans un processus révolutionnaire d'au moins 3 ans et donc pas de place pour les élections. Et il promettait même que cette révolution allait se mener avec gravité et responsabilité, car selon lui, il fallait préserver la vie des civils innocents. Donc si en 2011, quelqu'un promet qu'il n'y aura pas d'élection en 2015, la coupure, elle est là. Vous pouvez chercher ce journal, vous pourrez retrouver cette page. Ce n'est pas une invention. Et le 29 novembre, 3 jours après, il y a un rapport d'experts du Conseil de sécurité sur la RDC qui disait que certains politiciens burundais, Alexis Nduhije, Agathon Rwasa et Pancras Timaye, qu'ils étaient en train de former des groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au mois de novembre 2011. Et il y a un lien. Vous pouvez télécharger ce rapport, il existe. Et je vous en fais une copie. Il y a un numéro, le S/2011/738, si mes yeux sont bons. Voilà. Hein? Ce rapport existe, vous pouvez le consulter. Il n'y a pas plus complet que ce rapport. Le 2 décembre 2011, quelques jours après, c'est Pauline Simonet sur France 24
à la une nouvelle rébellion au Burundi. Il y a un lien, vous pouvez télécharger la vidéo, mais France 24 a montré qu'il y avait une rébellion et présenté un certain général Moïse. La physionomie, si vous pensez, si vous voyez bien, si c'est un Burundais, il n'y a pas de général Moïse, on voit bien que c'est un Rwandais ou un Rwando-Congolais. Mais il dit, voilà, il y a un Burundais qui s'appelle général Moïse qui fait une rébellion qui s'appelle, qui s'appelait comment encore? Fronabou Tabara. Et vous pouvez faire le lien avec le Tabara qui existe maintenant, qui appartient à Sinduije, parce que même cette rébellion, c'était un groupe qui était en train d'être fomenté par Alexis Sinduije. Alexis Sinduije, qui est l'ami de Pauline Simonet, Pauline Simonet qui avait été contactée par Gracien Lukindikiza, qui est l'oncle à Alexis Sinduije. Donc, essayez de chercher toutes ces coïncidences, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'était encore en 2011. 2012, 2013, 2014, vous avez suivi Nzaba Mema il lançait des attaques en disant voilà, c'est le FNL Abissé Zerano, il y avait un certain Louvayanga Edouard qui a été abattu à Kinindo, il y avait un certain Pazoulou qui sillonnait les montagnes surplombant la capitale Bujumbura et qui commettait beaucoup d'exactions, etc. Donc, il y a eu beaucoup de chefs rebelles qui continuaient à attaquer le Burundi en disant voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'élections en 2015. En plus, toutes les manifestations à Nyakabeto contre la Commission nationale terre et autres biens, etc. Donc, c'était dans le même quartier où nous avons vu l'insurrection de 2015, où on voyait aussi l'insurrection contre la Commission nationale terre et autres biens. Vous pouvez facilement faire le lien, mais en 2014, il a fallu que le président signe un décret pour suspendre les activités de la CNTB afin qu'il n'y ait pas prétexte à certaines personnes de ne pas aller aux élections. Le 31 décembre 2014, c'est l'attaque de Chibitoke. Et ceux qui ont été arrêtés avaient des documents objectifs qu'il n'y ait pas d'élection en 2015. Et la majorité des gens qui ont été arrêtés, c'était des membres du MSD de Alexis Sinduije. Il y avait même des enfants soldats. Le moins âgé, il s'appelait Minani Gérard, il avait 15 ans, originaire d'Ongozi, et le plus âgé des combattants, Alain Itangishaka, 42 ans, de Changuzo. Donc, on peut facilement comprendre qu'il y a des gens qui ne voulaient pas aller aux élections et qui s'adonnaient à ça. Mais, parallèlement, l'opposition posait des actes, des manœuvres dilatoires pour ne pas aller aux élections. Souvenez-vous du débat sur la carte d'identité biométrique ou la carte d'électeur biométrique. En 2000